Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Épisode 103 aujourd'hui, on va parler de l'athlète féminine. En fait, on va parler de la femme dans le contexte de la pratique d'activité sportive, d'activité physique, peu importe le niveau de pratique d'activité physique. Pour l'occasion, j'ai reçu Bianca Dancause-Giambattisto, qui est physiothérapeute, fondatrice de Femmes dans le sport, beaucoup impliquée autant au niveau de la clinique que de la vulgarisation scientifique dans la pratique sportive féminine, la santé de la femme. Donc, on a fait un excellent tour d'horizon du sujet. Vraiment un sujet qui est fascinant, qui est passionnant et dont la science est encore émergente. Donc, on a parlé des particularités du fait d'être une femme qui fait de la pratique d'activité sportive, que ce soit les tabous en lien avec la santé menstruelle, la santé gynécologique, les problématiques en lien avec les dysfonctions du plancher pelvien et les fuites urinaires dans le sport. On a parlé de risques et de gestion des blessures. On a parlé de l'impact du cycle menstruel sur l'activité physique, sur est-ce qu'on devrait adapter justement l'activité physique en fonction du cycle menstruel ou pas. Et on a fait aussi un tour d'horizon du déficit énergétique dans le sport relatif, donc le fameux RED-S qu'on va appeler en anglais. Donc, un sujet qui est assurément peut-être encore en émergence au niveau de la connaissance dans la population générale. Il y a également beaucoup de lacunes au niveau des connaissances scientifiques sur le sujet, mais c'est d'autant plus intéressant et pertinent de quand même bien vulgariser qu'est-ce qu'on connaît sur le sujet actuellement. Puis Bianca est vraiment une passionnée du sujet et une personne tout indiquée pour le faire. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec la physiothérapeute Bianca Dancause-Giambattisto. Alors, on est parti pour un autre épisode avec Bianca Dancause-Giambattisto. Je l'ai pratiqué 10 fois pour être sûr de ne pas m'enfarger. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi? Ça va super bien. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation pour parler aujourd'hui d'un sujet qui te passionne et honnêtement, sujet que j'ai appris à découvrir puis que j'ai eu beaucoup de fun à préparer parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que je connaissais pas justement. On va parler de la santé de l'athlète féminine. Pas nécessairement sous tous les angles possibles, parce qu'on sait que ça pourrait faire 1 an de podcast seulement ce sujet-là. Mais on va quand même faire un bon tour d'horizon. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es une personne de choix pour en parler. D'abord, tu es physiothérapeute. C'est pas mal ta niche, ton expertise, la santé de la femme, beaucoup en lien avec le sport, les athlètes aussi. Il y a ton background sportif qui justifie d'avoir combiné certaines passions. Fait que peut-être pour les gens te connaissent un peu mieux, juste comme résumer un peu, ça ressemblait à quoi ton parcours qui t'a amené à avoir cette pratique-là et qui fait de toi une invitée de marque pour la discussion d'aujourd'hui. Absolument. Moi, dans le fond, je suis une ex-gymnaste. Donc, j'ai été gymnaste toute ma vie. J'ai représenté le Canada et j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université de la Floride. Donc, j'ai été une Gator gymnaste. D'ailleurs, on a gagné 3 championnats nationaux pendant que tu étais là? Ouais, wow. C'était ça, c'est comme sur une période de 4 ans environ? Oui, donc on a gagné 3 années sur 4. Là. On a quand fait l'histoire du programme là-bas. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Puis, quand je suis revenue au Québec, j'ai fait le programme en physiothérapie à McGill où j'ai découvert ma passion pour la santé de la femme. Moi, j'allais en physio pour être physio du sport parce que c'est ça que j'avais vécu en tant que gymnaste. Puis, en découvrant tout le monde de santé périnéale et pelvienne, j'ai tombé en amour. J'ai fait mon projet de maîtrise par rapport à l'incontinence urinaire chez les athlètes féminines. Donc, j'ai débuté ma pratique en tant que physio. Je faisais de la physio musculo-squelettique orthopédique. Je fais encore ça à ce jour, mais j'ai développé vraiment une expertise en santé pelvienne, particulièrement chez les athlètes féminines et les filles et femmes sportives. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est une spécialité ou une expertise si niche, parce qu'à l'école, tu sais, on peut juste frôler un peu cet aspect-là dans le programme général, disons, bien qu'il y a certains cours, dépendamment des universités, qui peuvent aller un peu plus loin dans certaines niches de la profession. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une expertise si particulière puis que ça nécessite de la formation continue et d'autres expertises, justement, pour être capable de bien répondre à ces besoins-là? Oui, c'est une super bonne question. Je pense tout ce qui est santé pelvienne, santé menstruelle, c'est encore tabou à ce jour. Je pense à cause de ça,
Des fois, on passe par-dessus dans nos programmes, même universitaires. C'est devenu un cours à option à McGill, tout simplement parce qu'au début, ça faisait pas partie du curriculum, c'était pas intégré. Donc, éventuellement, quand on s'est dit hey, c'est important la santé pelvienne, je pense qu'on taconne un cours par rapport à la santé pelvienne, un peu par défaut. Mais il y a quand même des particularités, surtout par rapport à la santé des femmes. Puis je dis pas qu'il y a pas d'hommes dans la santé pelvienne, il y a absolument des besoins chez les hommes. C'est pas parce qu'on fait un épisode sur la santé des femmes que les hommes n'existent pas. Qu'on ignore le reste. De la même façon, quand on parle d'autres sujets, là, c'est très correct. Là. Mais je pense qu'il y a quand même des particularités par rapport à la santé pelvienne qu'on n'apprend pas de base en physiothérapie. Ouais. Puis, il y a tout l'aspect, selon moi, de la santé de la femme, des considérations qu'on doit prendre en compte quand on traite la santé pelvienne parce que par l'expertise, il y a une certaine vulnérabilité qu'on a avec nos patientes. Souvent, il y a des patientes qui ont des dysfonctions pelviennes, qui ont des historiques au niveau des douleurs aux relations sexuelles. Et donc, il y a cette alliance thérapeutique-là qu'on doit créer. Et moi, c'est ce que j'adore de la physio-périnéale. Tu as une connexion avec ta patiente. J'ai l'impression que j'ai un impact non seulement sur le plancher pelvien, non seulement sur une zone du corps, mais vraiment sur la santé globale d'une femme. Et c'est pour ça que moi, la santé pelvienne, j'en parle tout le temps. Beaucoup des physiopérinéales sont hyper passionnés. C'est des grandes advocates de la santé de la femme parce qu'on n'en parle pas assez en général. Donc, merci de me recevoir aujourd'hui pour en parler. Ça fait plaisir de te donner un micro pour en parler. C'est quoi les caractéristiques qui font en sorte que l'athlète féminine en soi, comme caractéristique unique, tu sais, la femme athlète, pourquoi c'est important de parler de la femme athlète, mais surtout de la santé de la femme athlète et surtout des caractéristiques qui sont uniques et des différences justement de cette individualité-là? Ouais. Mais je pense que tu l'as dit, la raison qu'on doit parler de les particularités de la femme athlète ou la femme sportive, c'est le fait qu'elle a des particularités uniques par rapport à son corps. D'abord, il y a le cycle hormonal, le cycle menstruel. Il n'y a pas de déni par rapport à ça. Puis, aussi, la santé pelvienne, il y a des particularités par rapport à l'athlète féminine parce qu'il y a des dysfonctions pelviennes qui sont beaucoup plus fréquentes chez les athlètes féminines que les athlètes masculins. Par exemple, l'incontinence urinaire à l'effort. Puis ensuite de ça, on rentre dans tout le monde qui est santé des seins. Ça, c'est un monde... Si on pense qu'on parle pas assez de santé menstruelle ou pelvienne, la santé des seins, on n'en parle quasiment pas. On va en parler tantôt, fait que c'est bon. Fait qu'il y a des différences physiologiques du corps de la femme, mais il y a aussi un contexte psychosocial qui est quand même unique à la femme qui évolue dans le monde sportif. Et c'est pour ça que quand on parle de particularité de l'athlète féminine, on parle pas juste des menstruations, du plancher pelvien, de la santé des seins ou de tout ce qui est grossesse, postpartum, ménopause. On parle aussi de les aspects de la santé mentale et de l'environnement sportif, mais qui est particulier à l'athlète féminine. Je te donne un exemple. Quand on parle d'environnement sportif, il y a tout un contexte où il y a des games. Par exemple, une game de football. Il y a des games de football masculin et des games de football féminine. Si tu as une équipe de football féminine qui a une game, puis ils ont des temps de pause pendant leur game. Si tu as une gang de filles qui en a plusieurs qui ont leur menstruation, quand il y a des pauses très précises dans ces games-là. Puis ces athlètes-là, ils ont énormément d'équipements. Puis souvent, dans ces games-là, il y a peut-être quelques cabines de toilettes dehors. Ces athlètes-là ont des enjeux en ce moment pendant leur game, pendant leur pause. Ils n'ont même pas assez de temps pour tout aller aux toilettes, par exemple, s'ils ont leur menstruation, pour enlever tout leur équipement et tout ça. Fait que c'est des exemples comme ça. Je te donne un exemple, mais il y en a plein, de pourquoi même l'environnement sportif doit être pensé par rapport à aux particularités de l'athlète féminine. Mais ça, c'est un très bon point parce que ça devient un peu... En fait, c'est qu'il y a beaucoup d'angles morts que les gens ne suspectent même pas comme étant un enjeu que les femmes qui pratiquent des sports doivent gérer, finalement. Fait que, tu sais, cet aspect-là, qui est probablement un des aspects les plus clairs et frappants, puis, tu sais, on va en reparler tantôt, mais je pense surtout aux ados, aux jeunes enfants, parce que ça peut commencer, tu sais, très tôt, là, les menstruations. Le moment qu'ils doivent commencer à gérer cet aspect-là, continuer à faire leur sport. Il y a l'aspect de tabou que tu mentionnais, il y a l'aspect de gêne et tout ça. Fait que l'ensemble de l'environnement
influence l'expérience que ces personnes-là peuvent avoir dans la poursuite ou non et le plaisir ou non de faire ce sport-là, et donc la longévité finalement. Tout à fait, wow, t'as tellement bien dit ça. Ben oui, puis tu sais, quand on parle d'équité dans le sport, là, on ne peut pas parler d'équité dans le sport sans parler d'équité menstruelle. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ce que ça veut dire, l'équité menstruelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Explique-nous ça. L'équité menstruelle veut dire que tout le monde a ce qu'elle a de besoin pour gérer ses menstruations dans la dignité. Puis, l'équité menstruelle a 4 composantes clés. Il y a l'accès à des produits menstruels, soit gratuits ou abordables. Il y a aussi accès à des installations qui sont adaptées. Donc, mon histoire d'environnement le terrain de football, et tout. Ouais. C'est une chose d'avoir l'équipement, mais il faut être capable d'avoir un environnement qui permet de gérer ça adéquatement. Mais les 2 autres parties de l'équité menstruelle, c'est de déstigmatiser le sujet de menstruation et de contribuer à éduquer, selon des données probantes, tout ce qui a rapport avec la santé menstruelle, santé reproductive. Moi, j'applique l'équité menstruelle dans le contexte sportif. Puis, on n'en parle pas de l'équité menstruelle, on ne parle pas de menstruation. Donc, on évolue en ce moment dans des systèmes qui ne sont pas adaptés à la réalité d'athlètes féminines. Puis, je pense que ce n'est pas par un manque de volonté, c'est par un manque de connaissances. On parle d'angles morts. C'est des angles morts parce qu'on ne le sait pas qu'ils sont là. Puis des personnes comme moi, et justement, ce qu'on fait avec Femmes dans le sport, on est là pour exposer les angles morts puis trouver des solutions parce que on n'a pas le choix de prendre en compte, par exemple, l'équité menstruelle quand on parle d'avoir un environnement sportif qui est vraiment équitable. Ouais. Puis j'ouvre la parenthèse parce que j'ai oublié de le dire dans la présentation, mais tu es également la fondatrice de Femmes dans le sport, justement. Puis à la fin de l'épisode, on aura le temps de plugger Femmes dans le sport et aussi de parler rapidement de sa mission. Comme ça, les gens peuvent savoir aussi où aller retrouver d'autres sources d'informations fiables. Fait que je ferme la parenthèse. Je t'entends souvent parler de certaines statistiques qui sont frappantes en lien avec la science qui étudie la femme athlète, le manque de science souvent. Veux-tu juste nous faire un peu l'état de où en est rendue la science par rapport à comprendre l'athlète féminine, comprendre les enjeux de différence, mais aussi les enjeux qui restent à trouver, à découvrir finalement? Oui, donc je dirais à ce jour, il y a encore moins de 10% de toute la recherche en sciences du sport qui est faite exclusivement sur l'athlète féminine. Donc, il y a des études que c'est mix homme-femme, mais on s'entend que une étude qui se concentre à des particularités de l'athlète féminine, ben ça va être moins de 10%. La stat qu'on voyait souvent de ce temps-ci, c'était 6%, mais ça date de 2021, puis ça a quand même évolué depuis ce temps-là. Et toi, tu es une personne qui suit les données probantes. Voici pourquoi ton chiffre évolue. Exactement. Est-ce que, je suis vraiment curieux, est-ce qu'à titre comparatif, tu es au courant du pourcentage qui est comme absolument l'inverse, tu sais, comme le pourcentage qui est exclusivement sur des hommes? C'est une bonne question. Parce que, tu sais, souvent dans la littérature, c'est un mélange des deux. Qui est comme, tu sais, on étudie femmes et hommes pour, par exemple, je sais pas moi, les fractures de stress, mais c'est bien de comprendre quelles sont les particularités individuelles pour adapter le traitement, finalement. Tout à fait. Là, je veux pas dire n'importe quoi. La dernière statistique que j'ai vue par rapport aux études mixtes, je pense que c'est à peu près 34-36%, où est-ce qu'ils regardaient les deux en même temps. Mais même si tu as une étude qui inclut hommes et femmes, tu sais, je suis quand même très confiante à dire que cette étude-là va pas évaluer les particularités de l'athlète féminine. On s'entend là-dessus. Donc, évalue pas l'impact du cycle menstruel sur l'entraînement, sur les blessures. Donc, c'est plus dans cette lignée-là que je vais. Mais c'est une bonne question. Je vais essayer de regarder pour la statistique. Je suis toujours curieux. Uniquement faite sur les athlètes masculins. Puis, tu sais, quand on a ces statistiques-là, tu parles de la pertinence de comprendre les particularités individuelles propres à la femme qui influencent autant la performance, les blessures, la réadaptation des blessures. À part le cycle menstruel, la santé menstruelle, tu sais, c'est quoi les gros morceaux que tu dis qu'il faut avoir en tête quand on pense à étudier les femmes comme groupe? Parle-moi de santé est présenté par PhysioVélo. Si tu es professionnel de la santé musculo-squelettique et tu veux mieux accompagner tes patients qui font du vélo sans nécessairement faire du positionnement sur le vélo ou de la mécanique de vélo, je te recommande fortement la formation en ligne de PhysioVélo, prise en charge des cyclistes sans positionnement.
Personnellement, cette formation m'a permis de mieux saisir certains enjeux qui sont vraiment propres aux cyclistes et d'améliorer concrètement mon approche avec ces patients-là. Il y a des trucs tellement simples qui peuvent faire une grande différence quand on les connaît. Par exemple, c'est quoi la cadence de pédalage optimale à vélo pour réduire le stress articulaire quand on pédale? On peut avoir un impact concret pour aider les cyclistes, même si on n'a pas nécessairement l'intérêt d'apprendre la mécanique de vélo en entier. La formation, elle est donc conçue pour aider à mieux comprendre les réalités des cyclistes et à offrir des soins qui sont encore plus adaptés, peu importe le type de pratique. Vélo de route, vélo de montagne, vélo pour le transport ou simplement pour nos baladeurs du dimanche. Si tu veux faire évoluer ta pratique et gagner en confiance sur le sujet, clique sur le lien qui est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui et utilise le code promo SANTÉ30 pour 30% de rabais pour toute la communauté du podcast de Parle-moi de santé. La formation revient donc à 300 $ au lieu de 450 $ avec l'option de paiement unique seulement. Alors, bonne formation. C'est pas une particularité de l'athlète féminine, mais je vais quand même lancer le sujet de RED, qui est le déficit énergétique relatif dans le sport, parce que c'est un diagnostic qui va avoir des manifestations sur quasiment tous les systèmes du corps, dont les systèmes du cycle menstruel, par exemple, le système hormonal, et sur la santé pelvienne des athlètes féminines, et sur sa santé globale. Mm-hmm. Puis, on a des statistiques quand même frappantes par rapport au RED chez l'athlète féminine et les liens avec tout ce qui est irrégularité ou désordre, dysfonction du cycle menstruel. Ouais. Fait que je pense que tout ce qui est RED est super important à étudier. Puis on va y revenir dans quelques instants en détail là, pour que les gens qui ne sont pas familiers avec ce principe-là. Là. Tout ce qui a rapport avec la puberté. Aussi d'étudier pourquoi les jeunes femmes ils arrêtent de faire du sport. Tu sais, on parle du haut taux de drop-out du sport autour de l'adolescence. Puis on le sait qu'une des raisons, c'est à cause des changements corporels, dont le cycle menstruel, les changements au niveau du corps, la pilosité, etc., les fuites urinaires. Tu sais, on le sait que jusqu'à 60% des sportifs vont éviter ou limiter leur sport à cause de leur cycle menstruel. Quand même. On le sait que jusqu'à 50% des femmes vont arrêter leur sport à cause de symptômes au niveau pelvien. Tu sais, ces statistiques-là, à cet âge-là, ça, c'est des stats chez des adolescentes. Là. C'est énorme, c'est la proportion. C'est énorme. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment étudier pourquoi que les jeunes arrêtent de faire du sport. Puis c'est pas seulement physique. Il y a tout un contexte psychosocial. Moi, je suis physiothérapeute aujourd'hui, donc je parle plus du côté physique. Ensuite de ça, toutes les études par rapport à la grossesse en postpartum, c'est sûr. Là, on a beaucoup fragilisé la femme en général. On a beaucoup fragilisé la femme enceinte, donc on l'a pas beaucoup étudié pendant longtemps. Et nos recommandations de ça, c'était... par exemple, c'est dangereux de faire X, Y, Z sport ou de faire ces exercices-là. Mais il n'y avait pas de données empiriques pour soutenir ces affirmations-là. On étudie de plus en plus la femme athlète enceinte et les données sont incroyables. Maintenant, on le sait que faire de l'activité physique, c'est super important durant la grossesse et ça diminue les risques de complications durant la grossesse pour la maman, le fœtus, le bébé à l'accouchement. Et de mesurer aussi l'impact désordre du cycle menstruel sur la santé à long terme des femmes. Donc, d'avoir un déficit énergétique, par exemple, a un impact plus tard sur la fertilité, un impact sur la santé osseuse, un impact sur la santé globale de l'athlète. Étudier tout ce qui a rapport avec la ménopause. On n'en parle pas de la femme ménopausée. On en parle à Parle-moi de santé avec le dernier épisode, mais c'est vrai que les particularités spécifiques à l'athlète, c'est un autre niveau par rapport à comprendre l'impact de la ménopause sur la santé de la femme. Oui, puis là, j'essaie de penser d'autres champs d'études. Je pense qu'on les a pas mal nommés. On a quand même fait un bon tour d'horizon. On a fait un tour. Puis, tu sais, il y a déjà tellement de barrières à l'activité physique, tu sais, dans la vie. Puis on a des problématiques de personnes de moins en moins en forme, juste au niveau planétaire. Tu sais, il y a moins d'activité physique qu'avant, on a plus de maladies chroniques. Et il y a plusieurs causes à ça, on s'entend. Entre autres, beaucoup de facteurs socio-économiques d'accès.
Mais déjà qu'il y a tellement de barrières à l'activité physique, faudrait pas que des choses comme des tabous ou des manques d'informations qui sont pas transmises adéquatement rajoutent aux barrières. Ben oui. Surtout de la désinformation qui est propagée. Quand tu parles de ça, je pense tout de suite à la mode de cycle thinking. Ouais, qu'on va aborder tantôt. OK, tantôt. Ouais, on va aborder. Là, on fait plein de teases, là. Ah, plein de teases. Ben oui, il y a tellement de barrières. OK, ben regarde, rentrons direct dans un peu, on a introduit un peu les sujets qu'on va aborder. On va parler du RED-S, on va parler plus les spécificités de la santé menstruelle gynécologique, santé du plancher pelvien, la santé des seins, risque de blessure. Puis on finira avec l'impact du cycle menstruel sur la performance, la mode de synchroniser son entraînement avec son cycle menstruel. Fait qu'on va pouvoir tout remettre les pendules à l'heure avec ça. Tout à fait. Donc, commençons avec le RED-S, qui en anglais est le Relative Energy Deficit in Sports, donc le déficit énergétique relatif dans le sport. Peux-tu nous dire, puis la porte d'entrée, on parle de ça parce que, comme tu mentionnais très bien, ça a un impact sur tellement de systèmes du corps. Donc, après, quand on va parler des différents enjeux, il faut toujours garder en tête que ça, c'est un des enjeux qui peut chapeauter tout ça. Fait que, d'abord, qu'est-ce que c'est le RED-S? Donc, le RED-S, déficit énergétique relatif dans le sport, c'est un diagnostic, tout d'abord, qui vit sur un spectrum. OK? Donc, on peut avoir... C'est quand il y a une faible disponibilité énergétique. Donc, dans le fond, il y a plus d'énergie qui sort du corps, par exemple à l'entraînement, qui rentre versus ce qui rentre dans le corps, souvent par l'alimentation. Ouais. Donc, quand il y a un déséquilibre au niveau énergétique, il peut avoir différentes sévérités de ce déséquilibre-là et on peut avoir des moments de déficit énergétique qui sont court terme ou long terme. Et selon la sévérité et selon la durée de ce déficit énergétique-là, on tombe sur un spectrum de déficit énergétique relatif dans le sport. Et quand c'est chronique, on peut avoir ce diagnostic-là. Donc, essentiellement, plus d'énergie qui sort, qui rentre. Et il y a énormément de manifestations. C'est quoi des exemples, parce qu'on sait qu'à peu près tous les systèmes peuvent être affectés, mais c'est quoi des exemples de ça, de problématiques que ça va amener? Je vais donner les plus sévères, les red flags que nous, on recherche en clinique. Chez l'athlète féminine, on aurait l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'absence des menstruations. Ouais. Quand on s'attendrait à en avoir, bien sûr. Là, fait qu'en absence de grossesse, ménopause ou contraception hormonale. L'aménorrhée, c'est quand il n'y a plus du tout de menstruation, mais on peut aussi avoir des irrégularités de menstruation. Et il y a différents types d'aménorrhée. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais l'aménorrhée, c'est un red flag, c'est une manifestation qui pourrait être causée par un déficit énergétique relatif dans le sport. Une autre manifestation clinique, c'est de l'incontinence urinaire. Donc, depuis le nouveau consensus, ils ont rajouté ils ont un modèle conceptuel de RED-S pour la santé et aussi pour la performance. Et dans le nouveau consensus, ils ont intégré le système urinaire parce que les athlètes féminines ont, celles qui ont un diagnostic de RED-S ont 2 à 3 fois plus de chances d'avoir de l'incontinence urinaire. Donc ça, c'est vraiment pertinent cliniquement pour moi en tant que physio parce que ça arrive qu'on évalue des patientes en physio-périnéale parce qu'ils ont des fuites urinaires. Par exemple, à la course, on fait une évaluation physique complète, puis il n'y a pas tant de données objectives qui pourraient expliquer les fuites urinaires. Comme s'il n'y a pas de dysfonction au niveau pelvien qui justifie que ça amène des fuites urinaires. Le fait qu'il y a des fuites urinaires, ce serait une dysfonction, mais c'est comme si les données fonctionnelles de son plancher pelvien étaient quand même bien. Okay. Et si on creuse un peu plus loin, surtout dans tout ce qui est les questions subjectives, donc au début, quand on fait les questionnaires avec les patientes, et on demande des questions par rapport à l'apport calorique, le niveau de fatigue, la charge d'entraînement, l'impact sur la santé mentale, parce qu'il y a des manifestations aussi de RED-S qui arrivent sur le niveau de motivation, la fatigue chronique, le fait d'être malade très souvent. Il y a plein de petits yellow flags qu'on peut avoir d'une interview clinique qui pourrait nous diriger vers un RED-S, mais il faut comprendre que c'est sur un spectrum et c'est pas tout du RED-S non plus. Oui, c'est ça, parce que là, déjà, il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître. Fatigue chronique, plus de stress, moins bon sommeil. Il y a plusieurs causes. Ce sont des facteurs qui sont non spécifiques. Donc,
c'est un diagnostic clinique qui regroupe une évaluation comme globale de la situation. Là. Exactement. Donc, le REDS est un diagnostic qui est important, qui est grave dans le sport, qui peut avoir des impacts à court terme, mais aussi à long terme. Puis le REDS peut être dû à un déséquilibre au niveau calorie intake, outtake, energy outtake, qui est volontaire ou involontaire. Par exemple, le REDS va être beaucoup plus prévalent dans des sports à catégorie de poids, des sports d'endurance et des sports artistiques. Des fois, dans tout ce qui est sport artistique, on pense à l'image corporelle. Ça peut avoir un impact. Mais dans des sports d'endurance, il peut avoir un impact qui est involontier dans le sens que l'athlète s'entraîne énormément. Elle a une charge d'entraînement qui est excessive ou inadaptée à l'énergie qui rentre dans son corps et cette personne-là peut rentrer dans un déficit. Dans des sports à catégorie de poids, mais ils ont ce qu'on appelle du cutting pour arriver à leur catégorie de poids et ça peut les mettre dans des situations de déficit énergétique court terme ou ça peut se prolonger à long terme. C'est ça, parce qu'il y a des sports qui amènent des phases de fluctuation au niveau de la composition corporelle et au niveau du poids. Par exemple, en boxe, en lutte, ce genre de sport où on a une pesée, par exemple. Exactement. Puis, tu as parlé de causes, ben tu sais, en fait, une des causes principales, c'est le déséquilibre entre l'apport calorique qui rentre versus la dépense énergétique. Tu sais, à la base, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'énergie disponible dépend de l'énergie qui reste après notre sport, puis cette énergie-là est utilisée pour vaquer à nos occupations puis assurer la santé puis la performance des autres systèmes du corps. Fait qu'on débute comme à être dans ce déficit-là quand il manque d'énergie pour assurer les fonctions normales du corps suite à la dépense que le sport amène. C'est pour ça la particularité du déficit dans le sport. Exactement. Puis, une des raisons pourquoi un des premiers systèmes à partir, c'est le système reproducteur, c'est parce que quand notre corps est en mode survie et là, j'ai pas beaucoup d'énergie parce que je dois vivre ma vie quotidienne, ben un des premiers systèmes à partir, ça va être le système reproducteur parce que c'est pas la priorité du moment. D'un point de vue évolutif, pour la survie, effectivement, dans le moment présent, c'est pas la priorité. Exactement. Puis, ce qu'on voit dans le sport, c'est... Et c'est beaucoup ce message-là, justement, avec Femmes en sport, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise l'écosystème pour placer la santé des femmes au cœur de la culture sportive. Puis, ce qu'on voit souvent, c'est un narratif de « Hey, t'as pas tes menstruations, toi, t'es chanceuse parce que... » c'est pas le fun d'avoir des menstruations ou fait qu'il y a comme un renforcement du narratif de toi ta coéquipière a pas ses menstruations et elle est chanceuse de pas vivre ça, mais en fait le fait qu'elle ne vit pas ses menstruations est un red flag majeur qui devrait être investigué. Donc puis l'idée d'avoir ses menstruations, c'est un signe de santé globale, c'est un indicateur de santé. Donc, le message qu'on essaie d'apporter chez les athlètes féminines en ce moment, c'est le fait que tu as tes menstruations, c'est une bonne chose, ça soutient ta santé, ça soutient ta performance, parce que le fait de ne pas avoir tes menstruations quand tu devrais les avoir, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si jamais il y a une athlète à 15 ans qui n'a pas encore ses menstruations, qui n'a pas ses ménages, donc la première menstruation, ça serait considéré de l'aménorrhée primaire. Comme un retard dans l'apparition à un âge où on s'attendrait à ce que ça apparaisse. Exactement. En raison peut-être de la pratique sportive et de ce problème. Ça serait, tu sais, si on va vraiment dans le détail de la définition, l'aménorrhée primaire, ça serait l'absence des menstruations dans le contexte où est-ce qu'il y a les autres changements corporels de puberté qui sont présents. OK, ouais. Fait que déjà ça, moi je pense moi j'ai eu mes menstruations quand même très tard en tant que gymnaste. Je pense 16, 17 ans. J'aurais dû consulter, mais je le savais pas parce qu'il y a personne qui me l'a dit. Ouais. Mais même, tu sais, t'as tes menstruations, t'es rendu dans mi-vingtaine par exemple, puis pendant quelques mois, t'as pas tes menstruations. Après 3 mois, c'est là qu'on commence à se questionner de « OK, je devrais peut-être aller consulter parce qu'il y a quelque chose qui va pas ». Donc, juste d'être consciente de l'impact des irrégularités du cycle menstruel, parce que ça peut être un indicateur de notre santé globale, puis ça peut nous donner une idée de l'énergie disponible dans notre corps. Donc, si je comprends, un des messages clés, c'est que
c'est pas normal une perturbation sans explication justifiable alors qu'on avait une santé menstruelle adéquate précédemment. Exactement. Fait qu'une aménorrhée secondaire, il y aurait deux scénarios. Un scénario, est-ce que avant tu avais des menstruations régulières et pendant 3 mois ou plus, tu n'as pas tes menstruations? Puis un autre scénario d'aménorrhée secondaire serait que précédemment, tu avais des menstruations irrégulières, mais quand même, tu sais, 9 menstruations par année, et que depuis 6 mois, tu n'as pas de menstruation. Ça serait comme les deux scénarios où est-ce qu'on voudrait aller consulter ou on commence à s'inquiéter. Donc, dans les systèmes, les conséquences, Ada, tu as parlé de l'impact sur le cycle menstruel, tu as parlé de l'impact sur le système urinaire, finalement, les dysfonctions du plancher pelvien. Y a-tu d'autres comme perturbations qu'on voit fréquemment? Tu sais, par exemple, c'est quoi l'impact sur la prévalence de blessures musculo-squelettiques? Oui, donc d'avoir un déficit énergétique dans le sport va avoir un impact ça va augmenter tes risques de blessures tissulaires. Ça a un impact aussi sur la densité osseuse. Ça a un impact aussi ça augmente surtout les blessures de réaction de stress ou de fracture de stress. Ouais. Ça, c'est vraiment solide. Tu sais, j'ai lu le plus récent consensus sur les fractures de stress dans le sport d'endurance, entre autres. Puis, tu sais, la présence de troubles alimentaires ou REDS, parce que c'est deux phénomènes qui peuvent cohabiter ou se chevaucher, c'est un énorme facteur de risque là, pour avoir une fracture de stress. Oui, absolument. Puis quand on donne des ateliers, parce que je travaille avec Gymnastique Canada en ce moment, puis on offre des ateliers sur la santé de l'athlète féminine, puis on parle de REDS. On parle de santé menstruelle et pelvienne à des athlètes quand même jeunes. Donc, une des choses qu'on leur dit, parce que c'est effectivement, le lien est vraiment fort, c'est si tu es en déficit là, pendant un petit bout, ça va avoir un impact énorme sur ton risque de blessure. Puis c'est là qu'on voit les filles, là, ils commencent à réaliser que c'est grave parce que ça a un impact sur les risques de blessure. Puis ça a aussi un impact, je me rappelle, je t'avais envoyé cet article-là parce que ça m'avait tellement frappée. Il y a un article tout récemment qui est sorti qui démontrait que une athlète féminine qui tombait enceinte, qui avait un historique de déficit énergétique relatif dans le sport, avait un risque plus élevé d'avoir des complications de grossesse qu'une personne qui n'avait pas eu d'historique de déficit énergétique. Puis ce qui est important à savoir, c'est que ce diagnostic-là de REDS aurait pu être là, quand même longtemps. Donc, pas juste avant que la femme tombe enceinte. Dans le sens qu'il y a des conséquences qui se perturbent à long terme. Exactement. Donc, même maintenant, quand on parle aux filles qui ont 10 à 15 ans, on leur dit, tu sais, les filles, quand il y a un déficit énergétique, là, ça peut avoir un impact dans 10, 15, 20 ans si un jour vous décidez d'avoir des enfants. Même chose pour les fuites urinaires. Donc, une athlète féminine qui a des fuites urinaires pendant sa carrière a 9 fois plus de risques d'avoir des fuites plus tard dans sa vie. Fait que, quand même. Ouais, quand on intervient avec les athlètes, en ce moment, dans la culture sportive, c'est beaucoup axé sur la performance. Mais moi, j'essaie de plus en plus d'apporter la vision long terme puis la longévité de ces athlètes-là dans le sport plus loin dans leur vie. Ouais. Donc, ces statistiques-là, honnêtement, ils font peur. Et c'est pour ça qu'il faut changer la culture sportive. Et pour répondre à ta question du tout début, c'est pour ça qu'on en parle, la santé, des particularités de l'athlète féminine, parce que ça va avoir un impact sur leur santé, comme on parlait de REDS, on parlait d'aménorrhée, mais ça a un impact sur leur longévité dans le sport et leur santé même post-carrière. C'est hallucinant de voir les potentielles conséquences de ces problèmes-là. Puis c'est surtout que, tu sais, des fois, c'est dur de trouver quelle angle il faut utiliser pour bien sensibiliser les gens à l'importance de la problématique. Puis, tu sais, comme l'arrêt des menstruations, comme tu disais tantôt, il y en a qui sont quasiment contentes de l'avoir parce que tout ce qu'ils pourraient voir, c'est « j'ai pas le fardeau de gérer les menstruations ». Mais quand on comprend ce que ça veut dire au niveau de la santé et donc éventuellement même au niveau de la performance, puis tu sais, même plus à long terme, là, sur la capacité à
avoir une grossesse qui se passe adéquatement ou même potentiellement dans la capacité de reproduction. Tu sais, il y a tellement de systèmes qui peuvent être affectés par ça. Fait que, tu sais, le but est jamais d'éduquer les gens par la peur, évidemment, mais c'est plus de comprendre l'importance du sujet pour sensibiliser aux conséquences potentielles et surtout de miser ensuite sur le fait qu'il y a des solutions, parce qu'il y a des solutions à ces problématiques-là. Exactement. Tu l'as vraiment bien dit, puis je pense que je rajouterais à ça, c'est avant d'éduquer, il faut sensibiliser le système. Puis quand on sensibilise, on peut pas juste sensibiliser les athlètes si l'écosystème autour d'elles, donc coach, entraîneur, même professionnels de la santé qui sont pas experts en santé de santé féminine, et même au niveau des institutions, des organisations sportives, tout l'écosystème doit être sensibilisé à ces enjeux-là pour qu'ils soient capables d'absorber l'éducation qui vient avec et donc l'évolution dans la création de programmes qui sont adaptés, par exemple. Quand tu as une athlète qui est en consultation avec toi puis qui est dans un contexte de RED, toi, comme physio, c'est quoi ton rôle dans la prise en charge et avec qui d'autres, comme professionnels de la santé, ça t'arrive de souvent devoir collaborer pour s'assurer que cette personne-là retrouve une santé adéquate? C'est vraiment une ou un médecin qui va émettre le diagnostic de REDS. Donc, moi, je réfère tout de suite en médecine sportive et aussi nutritionniste. Ouais. Donc, moi, j'ai quelques nutritionnistes, quelques médecins du sport quand j'ai une patiente où est-ce que je suspecte un REDS, parce que des fois, c'est pas aussi simple que ça. Oui, mais c'est ça, le diagnostic est clinique et complexe. Si le REDS est sévère et chronique, là, c'est très évident. Mm-hmm. Mais rendu là, c'est la personne a des manifestations qui sont multiples et qui sont quand même très graves. Ouais. Fait que l'idée, c'est d'être capable de pick-up sur des cas qui sont dans le spectrum avant qu'ils arrivent dans le red zone. Toute la zone grise, là, c'est là où on veut les attraper, finalement. Oui, sur le spectrum du tableau de red, c'est vraiment vert, jaune, orange, rouge. Okay, il y a vraiment un red zone. Ouais. Moi, ce que j'essaie de voir dans les questionnaires, c'est oui, les symptômes au niveau périnéal, mais aussi les symptômes globaux. Fait que, tu sais, quand il y a plusieurs bobos, des bobos qui sont récurrents, un historique de fracture de stress, je regarde aussi le type de sport. Est-ce que c'est un sport d'endurance, artistique? Parce que ce sont des sports qui sont un peu plus à risque, comme tu le mentionnais. Exactement. Et après, je leur demande des questions globales là, par rapport à comment ça va la nutrition. Moi, je suis pas nutritionniste, mais je fais un mini screening. Ouais. S'ils ont eu des tests sanguins récemment, le niveau de fer, comment ça va, parce que souvent, dans un RED, il va avoir un impact sur les niveaux de fer. Et quand j'ai un portrait clinique de tout ce questionnaire-là subjectif, puis ensuite de ça, j'évalue objectivement, puis je suis comme, il y aurait peut-être quelques petites affaires qu'on pourrait optimiser d'un point de vue physique en physio, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand ici. Mm-hmm. Je sais pas si ça t'arrive, toi, en clinique, que tu fais ton évaluation, puis tu te dis, OK, ça pourrait peut-être expliquer une partie des symptômes, mais il y a un bigger picture ici. Moi, ça m'arrive dans les cas de REDS et je réfère en nutrition, je réfère en médecine du sport. Ouais. Souvent, il va y avoir une prise en charge plus rapidement avec une nutritionniste. Donc ça, pour moi, c'est essentiel d'aller vers une nutritionniste et médecin du sport pour pouvoir diagnostiquer. Parce que c'est eux qui vont prendre en charge, en fait, un diagnostic de REDS. Nous, en physiothérapie, on va prendre en charge les symptômes, les manifestations cliniques qui sont arrivées à cause de l'état de REDS, les impacts sur le système musculo-squelettique et pour moi, l'impact sur le système urinaire. Absolument. Mais c'est pas des exercices de plancher pelvien qui vont régler un diagnostic de REDS. Effectivement. Et quand j'ai cette conversation-là avec les athlètes, je le vois qu'il y a beaucoup de choses qu'ils commencent à comprendre parce que rendus dans notre bureau avec ces symptômes-là, ils sont rendus frustrés, là, qu'ils ont essayé beaucoup de choses puis ça fonctionne pas. Puis quand j'ouvre la porte à « il y a possiblement un déficit énergétique », ça donne beaucoup d'espoir parce que ça répond à beaucoup
des questions parce qu'ils ont plein de manifestations un peu bizarres et il y aurait une raison puis un diagnostic qui expliquerait en fait tout ce qu'elles vivent. Ouais. Et la solution à ça, dépendamment de la sévérité et de la durée du REDS, est souvent par une intervention en nutrition. Donc, pour moi, de voir que c'est un traitement qui est conservateur, qui est efficace, c'est super encourageant. Tout à fait. Puis, je vais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais si quelqu'un a perdu, par exemple, ses menstruations pendant très longtemps, des années, ça peut prendre du temps avant que le corps retrouve un équilibre. Ça revient pas tout de suite. Et c'est pour ça que c'est super important d'être encadré par une nutritionniste qui a une expertise dans le sport. Oui, tout à fait. Qui peut comprendre le contexte, comprendre le sport, comprendre la demande que ce sport amène et donc mieux établir ses recommandations. Ça me fait un peu penser quand tu disais, je sais pas si ça t'arrive cliniquement des fois de, tu sais, identifier un problème musculo-squelettique, mais qui est dans un écosystème ou un contexte que tu dis, même si j'adresse ce problème musculo-squelettique, on se bat contre quelque chose qui est beaucoup plus gros, tu sais. Tu sais, moi, j'aime bien voir le corps humain comme un écosystème, justement. Puis, dans un écosystème, il y a plusieurs systèmes qui pourraient être un petit peu problématiques, puis le corps peut quand même fonctionner, mais il y a comme un seuil, tu sais, où quand tu as multiples systèmes qui vont pas bien ou un système très important qui est très problématique, c'est comme essayer d'éteindre un feu de, tu sais, un feu de forêt avec genre ton pistolet à eau. Là. Il y a quand même, faut relativiser dans quel contexte la blessure arrive. Puis si la blessure n'est pas dans un environnement qui lui permet de réellement bénéficier d'une réadaptation en musculo-squelettique, par exemple, ben c'est comme attaquer un feu de forêt avec un fusil à eau. Exactement. Puis un exemple que je donne, que je vois souvent en clinique, puis c'est flagrant, là, c'est une athlète ou une femme en postpartum, que clairement, il y a beaucoup de systèmes qui ont été affectés par la grossesse, l'accouchement. Il y a tout un chamboulement au niveau du sommeil, niveau de fatigue, alimentation. S'il y a un allaitement, ça se rajoute. Et en ce moment, je pense particulièrement à une patiente qui fait des triathlons. Puis, elle a remarqué, elle était à peu près à 1 an et demi, 2 ans postpartum. Puis, elle a une fluctuation parfois dans ses symptômes. Puis, elle était venue me revoir en clinique à 1 an postpartum parce qu'elle avait encore des fuites urinaires. On fait l'évaluation. Encore une fois, fonction des muscles plancher pelvien, pas pire. Je pense que tu pourrais peut-être augmenter un peu plus tout ce qui est musculation parce que ça peut avoir un impact sur ton plancher pelvien. Et finalement, on a trouvé un pattern dans ses symptômes. Puis, elle a plus de symptômes de fuite urinaire quand elle a eu quelques mauvaises nuits avec son enfant, quand son enfant est malade, puis elle aussi est malade. Donc, une accumulation de facteurs qui ont un impact sur son niveau d'énergie en général, puis qui font en sorte que dans un petit moment, un petit dip de déficit énergétique qui va pas perdurer dans le temps parce que cette patiente-là est nutritionniste, donc elle sait c'est quoi le REDS et tout ce qui est déficit énergétique. Mais d'être capable, puis en même temps, ce qui est frustrant, c'est qu'elle n'a pas toujours le contrôle sur sa vie en postpartum, mais d'être capable de voir ces patterns-là et de nommer l'impact que tout ce qu'elle a autour de elle fait en sorte qu'elle a des fuites urinaires, puis c'est pas un problème nécessairement de plancher pelvien dans cette journée-là. De savoir ça lui donne beaucoup de pouvoir. Ouais. Ben, lui donne du pouvoir de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que dans cette période-là du temps, c'est comme si tu as un historique de blessures du tendon d'Achille. Puis tu es vraiment plus fatigué, tu t'entraînes plus, tu as une charge de travail qui est énorme. Ça se peut que, vu que c'est le maillon le plus faible dans ce moment-là, c'est ça qui va revenir. Comme que tu as une sensibilisation des tissus à cause que t'as pas la bonne. Ta capacité d'adaptation est comme perdue temporellement à cause de ton verre qui est plus petit, donc exactement. Ça déborde. Puis, c'est la même chose pour le plancher pelvien. Ouais. En ce moment, tu es à 1 ou 2 ans postpartum. Le maillon le plus faible, même si tu as fait une super belle réadaptation puis la fonction est bonne, musculaire, reste que c'est ton plancher pelvien. Fait que s'il y a un système dans ton corps en ce moment qui va donner parce que tu es en déficit énergétique, ça va être ton plancher pelvien. Puis dans ce moment-là,
la place dans ta vie où est-ce que tu devrais mettre le plus de ton énergie, c'est d'essayer de retrouver un équilibre énergétique et pas nécessairement de faire plein d'exercices de plancher pelvien. Puis là, je dis ça en tant que physio-périnéale. Absolument, absolument. Mais c'est un bon point parce que, tu sais, ce à quoi ça me fait penser, moi, je ne sais pas si tu utilises souvent l'image du verre d'eau là, en clinique, mais moi, c'est une image que j'utilise beaucoup pour la douleur musculo-squelettique. Le verre d'eau étant, tu vas avoir de la douleur ou des problèmes musculo-squelettiques si ton eau déborde de ton verre. Donc, tu as toujours deux façons d'avoir un problème. Soit tu as mis beaucoup trop d'eau. Ça, c'est les gens qui ont juste comme vraiment exagéré significativement. Genre, tu as rénové toute ta maison le week-end, puis d'habitude, tu fais pas de réno. Puis tu as les gens qui n'ont rien changé, mais leur verre a rapetissé. Dans les deux cas, ça déborde. Mais quand tu sais où intervenir, tu réalises que des fois, c'est pas un enjeu d'enlever de l'eau du verre, mais plutôt de comme construire un verre qui est plus grand. Donc, c'est là où des fois, des choses comme travailler sur le sommeil, la nutrition, gestion du stress, gestion de la charge mentale, de l'organisation de la vie, ça peut être assez pour ramener quelqu'un sur la coche, tu sais. Exactement. Je commence à utiliser cette analogie-là. Ouais, en tout cas, en douleur musculo-squelettique, je trouve que c'est une analogie qui parle beaucoup aux gens, tu sais. Tu sais, pourquoi t'as mal? T'as-tu mis trop d'eau dans ton verre ou ton verre a rapetissé? Ben, si ton verre a rapetissé, déjà, peut-être que t'as des symptômes, c'est quand même une problématique, mais peut-être que ça réduit l'inquiétude de je dois bien avoir quelque chose de grave si j'ai de la douleur, tu sais. Exactement. Fait que ça, puis on dit douleur, mais ça pourrait être dysfonction du plancher pelvien ou autres symptômes qu'on est habitué de voir, tu sais. Mais moi, je me retrouve souvent à comparer les muscles du plancher pelvien comme n'importe quelle autre partie du corps. Puis je pense dans la population, le fait que ça a été longtemps tabou et encore à ce jour tabou, on évaluait, pas qu'on évaluait, mais c'est comme si on regardait le plancher pelvien dans un silo. Ouais. Mais on peut le comparer à ton genou, on peut le comparer à ton dos. Donc, c'est juste une autre partie du corps. Là. C'est ça. C'est un système musculaire qui doit fonctionner en harmonie avec toutes les autres structures. Exactement. Fait que ça fait quand même un très bon tour d'horizon sur le RED. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses très importantes qu'on n'a pas mentionnées ou c'est quand même un bon... je pense que c'est un bon résumé, honnêtement. Là. Je pense que c'est un super bon résumé. Au besoin, s'il y a des choses qui te reviennent à l'esprit, tu continueras à nous les partager. On va continuer notre survol des enjeux en lien avec la santé féminine. On l'a déjà abordé, tu sais, la santé menstruelle, gynécologique, l'émergence de la puberté puis l'impact sur l'athlète. Qu'est-ce qui est important à savoir là-dedans? Tu as déjà mentionné, on a parlé de menstruation très tôt puis de l'angle mort de l'environnement, mais qu'est-ce que tu aurais à dire pour compléter ce sujet-là sur l'importance de cette sphère-là de l'athlète féminine? Je pense, comme j'ai mentionné plus tôt, on a un besoin de changer le narratif par rapport aux menstruations dans le sport. Le message qu'on doit donner, c'est que les menstruations sont importantes. Si on a des irrégularités ou des changements ou l'absence de menstruation, on devrait investiguer. On devrait aussi s'attarder aux âges de puberté puis s'assurer que les filles qui font du sport autour de 12 à 15 ans ont le soutien qu'elles ont besoin pour gérer leur menstruation dans le sport, pour pas qu'ils arrêtent de faire du sport. Fait que quand je parlais d'équité menstruelle, c'est là qu'il faut l'intégrer tu as besoin des accès à des produits menstruels parce que tu tombes dans ta semaine dans ton cours d'éducation physique puis tu n'as jamais eu ça de ta vie. Il faut que tu aies accès à des produits. Mais aussi d'éduquer les jeunes par rapport à c'est quoi des menstruations, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, quand tu devrais consulter. Éduquer les gens autour, les profs d'éducation physique, les profs en général. C'est exactement ça que je pensais. Les coachs, les physios. Puis, tu sais, nous, on commence de plus en plus à offrir des ateliers, puis les gens sont intéressés. Et tout ce qui a rapport avec l'impact du cycle menstruel sur l'entraînement, la performance, les blessures, tout ça, c'est à démystifier. Ouais. Parce qu'on a souvent entendu le message Female athletes are not little men. Les athlètes féminines ne sont pas des mini-hommes. Et on a tout de suite associé que l'athlète féminine est donc complètement différente. Puis
sais, moi, je le dis, il y a des particularités de l'athlète féminine, mais ça veut pas dire que tout ce qui se passe dans notre corps est différent. Ouais, je comprends. Honnêtement, la façon que notre corps répond à l'exercice physique, donc l'adaptation musculaire, tout ce qui est synthèse protéinique et tout ça, est très similaire. Ouais, c'est comme un diagramme de veine, là, dans le sens que tu as des points communs simplement au corps humain, puis après ça, tu as des particularités à chacun. Exactement. Donc, je pense que faut pas aller d'un extrême à l'autre du pendulum. Ouais. Tu sais, dans le passé, il n'y a pas de différence. L'athlète féminine est complètement différente. Et vu qu'elle a un cycle menstruel, là, tout devrait changer dans son entraînement. Ouais. Parce que ce message-là, puis là, on va y aller dans le cycle syncing. On ouvre la porte. Le message qu'on doit modifier son entraînement systématiquement selon notre phase de cycle menstruel n'est pas fondé sur la science. Et je vais encore plus loin à dire que de propager des messages de modification d'entraînement selon notre cycle menstruel rajoute une barrière à l'activité physique chez les femmes en général. Puis on le sait que la plupart d'entre nous, on ne fait pas assez d'activité physique en général, selon les recommandations. Et si on rajoute une barrière à ça aux femmes, ça les aide pas du tout. Puis en plus de ça, on n'a pas la science pour soutenir ces pratiques-là. Moi, ce qui me fâche, c'est que beaucoup des programmes qui vont encourager le cycle syncing, non seulement qui ne sont pas basés sur la science, mais c'est beaucoup du marketing. Des messages de « ton corps est différent ». Donc, tu devrais changer la façon que tu t'entraînes. Selon la phase de ton cycle Exactement. menstruel. Mais ce qu'il faut faire, en fait, puis ma recommandation, puis la recommandation dans la littérature scientifique en ce moment, c'est écoute ton corps. C'est ça. Suis ton cycle. Vois si toi, tu as des variations selon ton cycle. Bouge comment que tu aimes bouger. Puis la constance dans l'activité physique est bien plus importante et pertinente que de systématiquement modifier la façon qu'on s'entraîne. Donc ça serait mon message de oui, il y a des particularités. On n'est pas complètement différentes. Et par rapport à des choses en lien avec le cycle menstruel, on est en ce moment dans la société, on s'éveille à ces sujets-là. Et donc, des fois, il y a de la désinformation qui se propage, comme le cycle syncing, ou comme le cycle menstruel va absolument avoir un impact sur la performance ou le risque de blessure, ou l'idée de la performance sportive va changer selon le cycle menstruel. Il y a certaines études. En fait, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les symptômes que les athlètes féminines peuvent vivre durant leur cycle menstruel peut avoir un impact sur la perception de ces athlètes-là et de leur performance. Leur performance. Ouais. Ce qui est important, là, c'est leur perception de leur performance. Parce que ça va être des données subjectives de « Hey, aujourd'hui, j'ai moins bien performé parce que j'étais dans ma semaine ou juste avant ma semaine. » Mais il n'y a pas nécessairement de changement dans le niveau d'hormones selon le cycle. Est-ce que ça fait du sens? Laisse-moi résumer pour être sûr que j'ai bien suivi. Donc, quand on demande aux personnes, quand on demande aux athlètes féminines de demander s'ils ont l'impression d'avoir moins bien performé, ils vont souvent mentionner que oui, ça a affecté leur performance en fonction de, par exemple, quand ils sont dans leur semaine en menstruation. Ouais. Mettons, ou peu importe, ou dans leur cycle, peut-être qu'il y en a qui diraient que c'est leur semaine, leurs 2 premières semaines de leur cycle ou peu importe. Ouais. Donc, les athlètes rapportent elles-mêmes percevoir une différence subjective de leur performance en fonction de leur cycle. Mais quand on les teste objectivement, on voit que la performance se maintient. C'est ça, je comprends? Oui, puis quand on teste le niveau d'hormones. OK, oui. Parce que là, c'est les messages de le cycle menstruel, donc les changements dans les hormones, vont avoir un impact sur la performance. Il faut aller évaluer le taux d'hormones. S'il a changé réellement. Exactement. Puis on ne voit pas nécessairement ces changements-là dans le taux d'hormones. Donc, c'est là, tu sais, là, on peut aller dans les détails de la méthodologie des études parce que si tu veux vraiment trouver une étude pour prouver le fait qu'il y a un impact entre le cycle menstruel et la performance, tu vas la trouver, cette étude-là. Mais
il y a des énormes enjeux dans la méthodologie des études quand on regarde le cycle menstruel. C'est quand même complexe d'évaluer le cycle menstruel et de le suivre de façon constante sur des mois. Et c'est vraiment pas toutes les études qui l'évaluent de façon standardisée. Il y a beaucoup d'études qui vont utiliser le calendrier, simplement, puis des fois même juste en rétrospect. Donc, demander à un athlète ou une femme, est-ce que tu t'en rappelles, il y a un an, t'étais où dans ton cycle? Mais si tu veux vraiment être gold standard dans comment tu évalues le cycle menstruel, d'un point de vue méthodologique en sciences, oui, il y a la méthode calendrier, mais il y a aussi tout ce qui est évaluation au niveau de la salive et des tests sanguins. Donc, des vrais marqueurs, des biomarqueurs biologiques. Exactement. Biomarqueurs biologiques. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'études qui n'ont pas ce trio-là. Ouais. Et donc, il faut faire attention aux conclusions qu'on voit dans ces études-là. Parce que si on dit la fluctuation des hormones affecte la performance, il faut être sûr que la méthode a réellement bien étudié ce qu'on entend par fluctuation des hormones, entre autres avec les mesures que tu viens de donner. Exactement. Et la méthode de calendrier ne nous permet pas d'évaluer la fluctuation des hormones parce que tu peux avoir un cycle où est-ce que tu n'as pas ovulé. Tu peux avoir, sans vraiment le savoir, tu peux avoir une dysfonction dans ton cycle menstruel, mais que, vu qu'on n'a pas évalué le taux d'hormones, déjà là, c'est biaisé. Ouais. Donc, pour résumer sur la performance aussi, c'est que on n'exclut pas que la variation des hormones puisse avoir un rôle à jouer sur quelque chose en lien avec la performance, mais les études actuellement sont pas capables de démontrer que, de façon générale, en moyenne, la fluctuation hormonale crée un impact sur la performance. Exactement. OK. Puis, je pense le message ici, parce que nous, on est en contact avec énormément d'athlètes, là, puis les athlètes féminines nous disent « moi, pendant ma semaine, là, l'entraînement, c'est tough. » Ouais. Mais ils vont aussi nous dire « Nous, notre calendrier de game, là, change pas selon notre cycle menstruel. » Donc, je peux pas toujours changer comment je m'entraîne selon mon cycle, parce que ça se peut qu'il y ait une game, je suis dans ma semaine. Donc, faut qu'on trouve des façons d'entraîner les femmes en tenant compte de leur comment qu'elles se sentent sur une journée, peu importe où dans son cycle, et voir si on peut adapter des choses, mais pas systématiquement selon le cycle menstruel. Et c'est pas super commode de faire non plus quand tu coaches un groupe d'athlètes. Ouais. Puis on en avait parlé à notre panel en octobre avec Pierre-Marie Toussaint, qui est un kinésiologue, qui notamment est déjà venu avec... au podcast ici. Ah ouais, super, j'adore. Il est super, vraiment. Lui, il travaille Boxe Canada, notamment. Ouais. Puis il disait, tu sais, nous, au début de chaque entraînement, on demande à chacun des athlètes, que tu sois athlète féminine ou masculin, comment tu te sens aujourd'hui, comment tu as dormi, alimentation, comment ça va dans la vie en général, à l'école, au travail, et basé sur ces données-là. Et il y a une des questions, c'est comment tu te sens en ce moment, est-ce que tu es dans ta semaine ou pas? Puis basé sur tout ça, ils vont prendre une décision ensemble. Mais en plus de ça, ils vont aller tester, par exemple, sur des plateformes de force. OK, en ce moment, tu te sens de même. On va aller voir comment que ça se passe objectivement sur une plateforme de force. Puis des fois, il y a un déséquilibre entre, ou pas un déséquilibre, mais la personne va se sentir vraiment moche, là, comme low energy. Ouais. Puis on la met sur une plateforme de force. Puis les données objectives, en Newton, par exemple, sont équivalentes à une journée que la personne se sent en feu. Fait que ça, c'est juste pour montrer quand on parlait de perception des symptômes. Puis moi, ça me ramène quand j'étais athlète, là, tu sais, des jours, j'allais à l'entraînement, j'étais tellement fatiguée, OK? Puis j'avais un super bon training parce que ton niveau de fatigue ou comment tu te sens cette journée-là à l'intérieur, c'est un des facteurs, mais ce n'est pas le seul facteur. Et moi, je veux pas que ton statut de où est-ce que tu es dans ton cycle menstruel soit le seul facteur qui dicte comment tu t'entraînes. Parce qu'après, il y a tellement de variables par rapport à ton horaire d'entraînement, ton horaire de compétition. Puis, il n'y a pas assez de science pour soutenir ça de toute façon. Ouais. Je pense que, tu sais, les messages clés, tu les as bien dit, là, c'est pas qu'il ne faut pas adapter l'entraînement. C'est pas qu'il ne faut pas être à l'écoute de comment on se sent ou des fluctuations de niveau de fatigue, niveau d'énergie, de nos symptômes.
tout ça, c'est valide et ça devrait être l'ensemble des facteurs qu'on utilise pour adapter l'entraînement. Mais dans le sens où, que tu sois, peu importe, athlète, homme, femme, tu devrais tout le temps considérer comment tu te sens pour potentiellement adapter l'entraînement selon les phases de l'année, selon les blocs d'entraînement, selon si tu es malade, si tu as une surcharge au travail, parce que on va se dire, la majorité des auditeurs travaillent et font du sport. C'est pas juste des athlètes professionnels. Mais mettons, ce qui est dans ton champ de vision avec tes jumelles comme cible pour adapter ton entraînement ne devrait pas être situé dans telle phase ou telle phase de ton cycle. C'est pas ça le facteur qui doit être décisionnel pour adapter l'entraînement, mais plutôt comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de ta vie, indépendamment du cycle finalement. Exactement. Merci d'organiser mes pensées comme ça. En fait, je les réorganise pour moi. Mais parce que moi, j'ai de l'air vraiment intense quand je parle de ça, OK? Mais c'est parce que la société puis les messages qu'on véhicule ont un impact sur notre quotidien puis sur la façon qu'on fait du sport. Et si on continue à propager le message de on doit modifier notre entraînement selon notre cycle menstruel, c'est comme si on insinue ou on met dans la tête des gens qu'il y a forcément une phase de ton cycle que tu devrais pas faire de l'entraînement en force, que tu devrais pas faire de l'entraînement en haute endurance, tandis que c'est pas ça le message du tout qu'il faut passer. Fait que je veux pas que les gens internalisent de « Hey, là, je suis la semaine juste avant mes règles, puis j'ai vu que je devrais peut-être prendre ça easy parce que il y aurait peut-être un impact sur mes performances. » C'est ça que je veux pas qu'on propage comme message. Je veux que ça soit un message empowering de toi, comment tu te sens. Puis si tu as suivi ton cycle pendant au moins 3 mois, parce que c'est ça qu'on dit pour avoir une bonne idée des patterns. Puis si pendant 3 mois, tu suis ton cycle, puis tu vois que c'est all over the place, ben là, ça serait intéressant d'aller investiguer le tout. Puis si après 3 mois, tu vois des patterns très, très clairs, là, puis moi, je l'ai fait avec mes patientes. Si on a un cycle qui est bien régulier, on peut quasiment à 1 à 2 journées près savoir comme hey, moi, mes symptômes prémenstruels ils arrivent à cette journée-là. Et tu vas être capable de prévoir d'avance ce que toi, tu as besoin de faire à cette journée-là dans ton cycle à toi. Ouais. C'est ça que j'encourage. Et pour le faire, il faut connaître son corps. Il faut avoir des outils pour connaître son cycle menstruel, dont de faire un suivi de ton cycle menstruel, que ce soit sur un calendrier Excel, une application ou quoi. J'encourage fortement d'apprendre à connaître son propre corps pour pouvoir faire des adaptations selon toi et où est-ce que tu es dans ta saison, par exemple. Ouais. Tu sais, j'ai comme en tête un exemple qui peut illustrer un peu pourquoi les recommandations que tu as données sont les bonnes pratiques plutôt que de se fier seulement au cycle puis de ne pas s'écouter. Imagine quelqu'un qui doit faire 2 entraînements, un le samedi, un le dimanche. Puis là, il est comme, le samedi, il est dans la dernière journée d'une phase, puis le dimanche, il est dans la première journée d'une phase. Puis le samedi, il pleut, il fait froid, puis il se dit, ben le lendemain, je vais tomber dans la phase X. Je peux pas faire des intervalles dans la phase X, fait que je vais aller les faire aujourd'hui. Dans le froid, il pleut, je me sens moche, puis tu sais, ça me tente moins. Alors que le lendemain, peut-être que tu te sens mieux, il fait un beau soleil, puis en plus, tu as des amis avec qui aller le faire. Tu sais, tout ce contexte-là, ce sont de meilleures variables pour décider où tu places ton entraînement et en fonction de comment tu te sens versus je suis en la phase X, je dois absolument faire ça. Tu sais, c'est comme des règles très rigides qui, comme on l'a dit, puis c'est comme un peu la ligne directrice de l'épisode, ajoutent encore une fois des barrières à l'entraînement. Exactement. Sais-tu quelle autre barrière existe pour l'activité physique chez les Lesquelles? femmes? J'ai découvert ça dans une étude, c'est les seins. Ah oui, bien, il faut en parler. Il faut en parler. Il y a une étude là, chez des adolescentes, là, ils demandaient le top 10 barrières à l'activité physique, puis les seins, c'était la 4e barrière. 4e barrière auto-rapportée chez les femmes comme étant une barrière. À l'activité physique, OK. Puis les premières, c'était la motivation. Ouais. Je me rappelle plus du 2e. Puis ensuite de ça, c'était la santé en général. Ouais. Mais la 4e, c'était les seins. J'étais surprise. Ouais. Parle-nous de
comment les seins, la santé des seins sont une barrière à l'activité physique, puis surtout, pourquoi ça rentre dans le volet de santé de l'athlète femme? Les seins, selon moi, premièrement, les soutiens-gorge de sport devraient être considérés comme un équipement sportif. Parce qu'on a des données qui démontrent que ça a un impact sur ton efficacité, par exemple, à la course. Parce que ça a plutôt été évalué dans la course. Et on a quelques données émergentes sur le lien entre les seins et le soutien des seins pendant la course et des facteurs physiques, par exemple la flexion du tronc, la flexion du genou quand tu fais un drop jump, quand tu atterris un saut, le niveau de valgus du genou. Donc, il y aurait peut-être un lien même avec un risque de blessure. Fait que ça, c'est des données très, très émergentes. Mais je pensais à ça ce matin. Tu sais, il y a tellement d'études sur les crampons au soccer, puis le lien entre les souliers, l'impact des souliers sur le risque de blessure, la performance sportive. Bon, il y a peut-être beaucoup d'études sur ça parce que le soccer, je pense, c'est le sport mais je comprends le point mondial. Dans le sens, on étudie beaucoup des pièces d'équipement et l'impact sur la santé et la performance. Exactement. Puis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas étudié les soutiens-gorge? Autant que ça pourrait être justifié de le faire. Exactement. Puis, ce qu'on sait maintenant, c'est à peu près la moitié des femmes vont avoir des douleurs au sein. Ça peut être cyclique ou pas, donc en lien avec leur cycle menstruel ou pas. Mm-hmm. On peut avoir des douleurs, des blessures au sein. C'est vrai. Traumatiques. Tu sais, je pense au rugby, au football féminin. Il y a quand même beaucoup de blessures traumatiques au niveau des seins. Puis, le soutien-gorge va avoir un impact majeur sur le mouvement des seins et ça va avoir un impact sur ton efficacité à la course. Le nombre de pas que tu es capable de faire en 1 kilomètre, ta vitesse, ton efficacité dans ta foulée de course, pas la santé, mais tes seins puis ton niveau de soutien des seins va avoir un impact direct sur ça. Puis ce qu'on sait en ce moment, et là, je suis on air puis je dis que je suis en désaccord avec Blaise Dubois. Mais c'est exactement ça que j'allais apporter comme point pour avoir ton avis. Les données, puis je dis ça là, en toute humilité parce que moi, je commence à en apprendre sur la santé des seins dans la dernière année. Les données qu'on a maintenant nous pointent vers l'importance du soutien des seins quand on fait du sport et non l'inverse. Parce que Blaise a fait des clips là-dessus. Mais je suis sûr que si Blaise est à l'écoute, il serait il serait assurément le premier à vouloir faire une discussion là-dessus et prendrait la position des meilleurs arguments à tout coup. C'est-à-dire ce que la littérature scientifique nous amène à penser. Fait que je voulais qu'on parle de seins parce que... D'ailleurs, Blaise, tu peux rentrer dans... ça serait trop beau. Je voulais qu'on parle de seins parce que si on pense que menstruation, plancher pelvien, c'est tabou, là, les seins, c'est encore plus tabou. Mais c'est une partie du corps comme tous les autres et on en parle parce qu'on le sait qu'il y a un impact sur la participation. Comme j'ai dit, c'est une barrière majeure au sport. On pense aux adolescentes qui drop out du sport. On parlait de menstruation, changement du corps. Les seins ont un impact énorme sur les changements corporels du corps. T'es adolescente, tu commences à faire du sport dans ton cours d'activité physique. T'as pas de brassière sportive. T'as pas le goût de bouger. T'as pas le goût d'aller courir. Je les comprends. J'aurais pas le goût non plus. Puis, tu sais, je pense à moi. Moi, j'ai jamais fait du sport avec un bon soutien au niveau de mes seins. Je l'apprends maintenant. Mais moi, en gymnastique, là, je portais 2 sports bras Nike, un par-dessus l'autre, hyper compressés. C'est pas nécessairement la meilleure chose parce que la compression, il y a comme différents facteurs là, quand on parle de soutien des seins au sport, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose de venir comprimer au max tes seins. J'avais pas le choix de le faire parce que j'avais pas une brassière adaptée à mes seins et mon sport qui était la gymnastique. Donc, j'en mettais un par-dessus l'autre, puis j'étais comprimée dans ma mobilité thoracique. Mais j'avais pas d'autre solution parce qu'on n'en parle pas, puis il n'y avait pas d'études, puis il manquait tout. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du manque de science parce que, tu sais, les solutions, là, OK, il y a des problèmes, il y a les particularités des athlètes féminines. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais?
faut en parler, faut créer des espaces pour que les jeunes se sentent à l'aise d'en parler, qui sont à l'aise d'aller consulter. Il y a même pas 10% de toutes les athlètes féminines qui consultent une ou un professionnel de la santé parce qu'ils ont des dysfonctions périnéales. Même pas 10%. Même pas 10% de celles qui en ont. Exactement. Qui consultent. Puis c'est, tu sais, moi, ça me fait de la peine parce qu'en tant que physio-périnéale, je sais à quel point les traitements sont efficaces pour les conditions urinaires. Quand je sais qu'il y a moins de 10% des athlètes qui viennent consulter puis qui vivent avec toutes les émotions, puisqu'on le sait en plus, on a plein de data sur les émotions négatives qui viennent avec un diagnostic de dysfonction pelvienne. Je sais que les traitements sont tellement efficaces, mais qu'ils n'en parlent pas. Pourquoi qu'ils n'en parlent pas? Parce qu'on ne crée pas des environnements parce qu'ils se sentent à l'aise d'en parler. Donc, tu sais, on parle de toutes ces solutions-là. Mais quand on parle de, OK, c'est quoi les solutions, c'est quoi les traitements, c'est quoi les programmes qu'on peut faire pour les aider, ben, on n'en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de science. Puis, je veux faire, avant de faire le pont vers les dysfonctions du plancher pelvien puis les fuites urinaires, parce que tu viens de me faire une belle passe sur la palette pour qu'on rentre là-dedans. Mais pour conclure sur la santé des seins, tu sais, il y a un double enjeu à considérer dans la science et dans comment on aide les athlètes féminines. Parce que tu as l'enjeu des seins en soi, comme étant comme la partie du corps physique, qui va être complètement différente d'une personne à l'autre et de jeune enfant à puberté à adulte. Puis après ça, tu as comme le rôle du sein dans la société et comment le sein est perçu dans le sport et est-ce qu'il faut les voir, pas les voir, faut pas que ça bouge, faut que ça bouge, faut que ça soit soutenu, pas soutenu. Comme, tu as comme ce double enjeu-là à considérer. Fait que tu pourrais bien dire comme scientifiquement, quelle est la meilleure façon de prendre soin des seins? Si de façon sociétale, c'est pas comme ça que c'est perçu, ça reste une barrière. Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord. Puis on pourrait dire la même chose par rapport au plancher pelvien. Ouais. Que là, on en parle de plus en plus du plancher pelvien parce qu'on réalise que c'est un impact majeur dans la vie des femmes. Puis maintenant, dans la société, c'est comme tolérer qu'on parle du plancher pelvien puis la rééducation périnéale parce que on a déstigmatisé le sujet. C'est la même chose par rapport aux seins. Quoique je vais toujours dire, la femme a fait ce qu'elle veut avec ses seins. Oui, bien évidemment, évidemment. Puis oui, il y a la science. Puis c'est la même chose par rapport au cycle menstruel. Il y a la science. Que moi, je peux dire, là, la science ne supporte pas le fait de changer son entraînement basé sur son cycle menstruel. Si toi, tu te sens bien là-dedans, tu le fais parce que c'est ton corps, tu fais les choix pour ton corps. Tout à fait. Fait que pour les seins, c'est la même chose. Mais oui, il y a beaucoup, tabou et du stigma. Là. Fait que du stigma, c'est qu'il y a comme une connotation négative, en plus du fait qu'on n'en parle pas. Fait que tabou, c'est on n'en parle pas. Stigma, c'est négatif quand on parle de ça. Ouais. Je pense que les gens sont pas équipés, les gens qui n'ont pas de seins, OK, se sentent peut-être pas équipés d'en parler. Fait que ça vient à, si on les sensibilise, ces gens-là, à être capables d'avoir ces conversations-là puis utiliser les bons mots. Parce que ces gens... Puis moi, je me rappelle, j'ai donné un atelier sur la santé pelvienne à des parents, des coachs d'une organisation nationale de sport. Puis, les coachs, ils ont adoré ça. Ils ont dit, hey, c'est tellement intéressant. J'en reviens pas que tous ces athlètes-là ont des dysfonctions pelviennes. Moi, c'est impossible que j'en parle à mes gymnastes. Impossible parce que je me sens pas à l'aise. Ouais. Je suis comme, OK, je t'entends. Mais c'est pas l'athlète féminine qui devrait souffrir du fait que l'entourage se sent pas à l'aise d'en parler parce que si nous, on n'en parle pas, eux, ils vont pas en parler. Ils vont pas aller chercher de l'aide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour déstigmatiser, normaliser ces sujets-là, puis de guider un peu les gens à comment aborder les sujets, quoi dire. Tu sais, une éducation de base, là. Tu sais, si tu connais absolument rien sur les seins, moi, je me sentirais pas à l'aise d'en parler non plus. Moi, je suis à l'aise d'en parler ouvertement parce que j'ai lu un peu sur ça, je me suis informée, je sais que ça a un impact, puis je pense que la première étape pour commencer à en parler, c'est d'être sensibilisé au fait que ça a un impact. Tu sais, si ça n'avait aucun impact, peut-être on n'aurait pas besoin d'en parler, mais vu qu'on sait que ça a un impact, ouvrons la discussion. Mettons les bonnes bases pour qu'on se sente à l'aise d'en parler. Puis on le dit au coach, par exemple, par rapport aux menstruations, vous n'avez pas besoin d'être les experts. On s'attend à ce qu'il y ait personne qui est expert là-dedans, à part la personne qui étudie là-dedans spécifiquement. Mais d'avoir
un environnement sécuritaire, un safe space pour que les gens puissent en parler, qu'il n'y ait pas de farce, que ça soit pas ridiculisé, que ça soit pris au sérieux. Tu sais, des fois, quand je parle de la santé des seins, c'est comme si les gens ils rient de moi parce qu'ils sont comme la santé des seins, voir que ça a un impact sur la performance ou sur la réalité. Ça a un impact, ça a une réalité, puis notre responsabilité, c'est pas de juger comme est-ce que ce sujet-là doit être abordé ou pas, c'est de s'assurer d'ouvrir la discussion aux gens pour que les athlètes ou les femmes en général se sentent à l'aise d'en parler. Puis le plus qu'on en parle, le plus ça va être déstigmatisé, un peu comme ce qu'on est en train de faire avec la santé pelvienne. Ouais. Puis tu sais, y a-tu vraiment une région du corps qui est complètement ignorée en médecine et en santé? Tu sais, il y en a pas. En fait, il devrait pas avoir une partie dans le sens. Tu sais, il devrait pas en avoir. Tu sais, fait que si ça fait partie du corps humain, c'est une partie qui peut avoir des problèmes et donc qu'il faut avoir des connaissances sur le sujet pour potentiellement avoir des solutions. Tu sais. Tout à fait. Puis ça, c'est des tabous puis des stigmas qui sont tellement ancrés dans la société là. C'est culturel, c'est. Ouais, c'est ancré dans le monde médical aussi. Fait que Mais comme je suis d'accord avec toi qu'on peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit des experts là-dessus, évidemment, mais on peut s'attendre à ce que les gens soient des alliés dans l'encadrement ou dans l'accueil de ces problèmes-là. Tu sais. Exactement, parce que ce qu'on voit, c'est... Puis ça, on a des données là, scientifiques sur ça, que les gens se sentent pas à l'aise d'en parler parce qu'ils sentent qu'ils sauraient pas quoi dire. C'est ça, exact. T'as pas besoin de savoir quoi dire exactement. T'as juste besoin de montrer que tu vas être un allié, tu veux soutenir la pratique sportive de la personne. Ça me fait penser, là, je comme refais une parenthèse parce qu'il y avait un point tantôt que j'avais en tête, puis vu que tu as parlé des profs d'éducation physique tantôt, tu sais, autant que ce soit santé menstruelle, santé des seins, les profs d'éducation physique sont tellement nombreux et nombreuses à être en contact avec des jeunes femmes, jeunes filles, futures femmes qui font du sport, des fois du monde qui découvre le sport, qui émerge dans le sport. Ils peuvent tellement avoir un rôle important. Donc, c'est tellement important qu'ils sachent ces enjeux-là et qu'ils soient sensibilisés à ça. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, là, quand j'étais au secondaire, un des profs avait dans sa liste de présence, comme notait les fois où une étudiante faisait pas le cours et s'assoyait sur le banc à cause des menstruations. Tu sais? Mais moi, je suis pas pour ou contre ça. Je sais pas comment on doit gérer ça, mais assurément que les éducateurs physiques sont pas comme... Ils savent pas comment gérer ça. Puis je veux dire éducateurs, surtout les hommes, tu sais, parce qu'ils n'ont pas eu à passer par là. Mais même les femmes, ça se peut qu'ils savent pas comment gérer cette partie-là. Fait que, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus sur comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est important là, que ces personnes-là qui sont en position très privilégiée avec les jeunes, qui soient des alliés et des vecteurs comme positifs pour leur expérience de sport pour ces jeunes filles-là. Là. D'abord, je pense qu'il y a un besoin d'éduquer, on va dire, à la source, là, donc dans les programmes universitaires de base, les curriculums de base, d'intégrer une particularité de la santé de la femme, parce qu'on le sait que à l'âge entre 12 et 15 ans, il va y avoir un drop-out beaucoup plus élevé chez les filles que les gars. Fait que pour répondre à ce phénomène-là, on doit s'attaquer à pourquoi qu'elles arrêtent et les soutenir dans pourquoi qu'elles arrêtent. Puis on le sait que c'est santé menstruelle et tout ça. Ouais, ça prend des ressources. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, je pense, dès l'éducation universitaire, tout ce qui est particularité de l'athlète féminine ou la santé de la femme a sa place. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est tout comme la santé pelvienne ou même en médecine, je pense, là, il y a des petits intros à la santé de la femme. Après, il faut que tu fasses un cours spécialisé, spécialisé comme si la femme était une population spéciale. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Qu'on est 50%, même plus, je pense, 50% de la population. Fait que selon moi, les particularités devraient être intégrées dans les cours de base, ne devraient pas être des cours
spécialisé parce que tu le sais que ça va être 50% de la population dans ton cours. Est-ce que tu comprends où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est pas comme si ton cours spécialisé t'amenait à traiter le 5% de la population qui nécessite d'être spécialisée. C'est des connaissances qui te permettent de traiter au moins une personne sur deux sur la planète. Puis là, je parle même pas de la femme enceinte. Là. Je parle de la femme en général. Ouais. Fait que je pense qu'à la base, il faut qu'ils soient éduqués à l'université. Puis, je pense qu'ils doivent avoir des outils pour les soutenir dans cette, on va dire, vulgarisation scientifique-là, pour pas que tout repose sur leurs épaules. On veut pas tout mettre sur les épaules des profs en éducation physique. Mais je te donne un exemple concret. Nous, avec une campagne qu'on lance ce printemps, on a développé des outils éducatifs de base, là, des one-pagers, des infographies. 2 infographies. Base de santé menstruelle et pelvienne, comme le 101, ce que tu devrais savoir, quand tu devrais consulter. Et ensuite de ça, une infographie sur le suivi du cycle menstruel et des symptômes du plancher pelvien. Donc ça, c'est vraiment des outils pour l'athlète. C'est des outils pour les femmes sportives. Ouais. En format affiche, en format pamphlet, en format numérique. Mais les profs en éducation physique puis les professionnels de la santé vont en apprendre sur les bases de la santé menstruelle et pelvienne dans ces affiches-là. C'est juste que le message qu'on propage dans les affiches sont vraiment ciblés pour les femmes, les filles et les femmes qui font du sport. Fait que ça, c'est quelque chose. Ces affiches-là, on peut les imprimer. Ces affiches qui peuvent être collées dans les classes d'éducation physique pour que le prof fasse une petite intro parce que idéalement il a appris ça à l'école. Ouais. Mais ou en écoutant ce podcast-ci, finalement, évidemment. Et pour soutenir ça, parce que ça va pas... Tu sais, ils ont besoin d'être exposés à beaucoup plus qu'une conversation avec un prof d'éducation physique. Quoique une interaction peut faire toute la différence. Mais je pense qu'on doit avoir différents outils pour les éduquer. Oui, à l'école, on en parle dans les cours d'éducation physique, de montrer aussi que tu es un allié, que s'il y a une fille ou une femme, tu vois qu'elle se sent pas bien pendant ses règles ou quoi que ce soit, que tu sois curieux, que tu soutiennes la personne, que tu valides comment qu'elle se sent, parce que on le sait qu'il y a beaucoup de banalisation de la douleur ou de la situation des femmes en santé. Fait que juste de nommer, valider comment que la femme devant toi ou la fille elle se sent à cette journée-là durant ses règles, puis de la croire là-dedans, juste ça, mais t'as aucune connaissance. Si t'es capable de faire ça, ça va avoir un énorme impact. Ouais, ça fait déjà un bon bout de chemin. Exactement. Fait que, tu sais, il y a des conversations, il y a créer un safe space, il y a des outils éducatifs qui peuvent être en affiche, en pamphlet. Et les réseaux sociaux, ces filles-là là, sont sur TikTok, sont sur Instagram, sont sur Snapchat. Faut trouver des façons de faire la vulgarisation scientifique accessible sur les canaux où est-ce qu'elles sont, ces filles-là puis ces femmes-là. Ouais. Faut que ça soit le fun. Faut quand même que ça soit basé sur la science, mais faut que ça vienne de voix de femmes qui font du sport ou tu sais ces filles-là faut qu'elles puissent s'identifier à ces personnes-là. Faut qu'elles puissent s'identifier. Tout à fait. Fait que oui, t'es le prof d'éducation physique, t'es un gars, on veut que tu normalises la discussion, on veut que t'en parles, mais il faut aussi exposer les filles à des modèles de femmes qui en parlent de ça puis qui en parlent d'une façon qui est empowering. Oui, t'as un cycle menstruel, ton cycle menstruel, ça peut être ton super pouvoir, c'est un signe de santé. Oui, il peut y avoir des difficultés autour de l'activité physique, mais on va trouver des solutions ensemble, il en existe, voici des ressources. Il faut leur donner des ressources. Puis en ce moment, il n'en existe pas. Puis c'est pour ça que nous, on en crée. Puis parlant de ces ressources-là, elles seront en fait, il y aura un lien dans la description de l'épisode que les gens peuvent cliquer. J'imagine au moment de la sortie de l'épisode qu'on va avoir arrangé ça pour que les gens puissent avoir accès. Donc, allez voir dans la description de l'épisode. On va parler du plancher pelvien en lien avec les fuites urinaires parce que je pense que c'est puis on s'entend, j'ai déjà fait un épisode presque entier sur la rééducation périnéale en soi. Je veux juste qu'on fasse un survol. Tu disais tantôt, maximum 10% des femmes athlètes qui ont des fuites urinaires en lien avec leur sport consultent. Moi, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que c'est normal avoir n'importe quoi sur le spectre de la fuite urinaire, de un peu, pas beaucoup, à beaucoup souvent, quand on fait du sport? La réponse courte,
qui est non nuancée, c'est non, c'est pas normal. Par contre, voici les nuances. je travaille avec une population d'athlètes de haut niveau, OK? Puis, je te donne un exemple. Une haltérophile ou une powerlifter. Et ça, c'est quelqu'un qui soulève des très, très grandes charges. Ouais. En compétition, fait un 1 RM avec sa belt, etc., etc. C'est-à-dire le poids le plus élevé qu'elle peut lever une fois. Là. Ça se peut que tu dépasses les capacités de ton corps à retenir ton pipi dans ce moment-là parce que tu pousses ton corps à sa limite. Mm-hmm. Mais ça, c'est des réflexions parce qu'on n'a pas toutes les réponses par rapport dans la science par rapport aux mécanismes derrière les fuites urinaires durant le sport, fait que pendant une activité sportive. On n'a pas toutes les réponses par rapport à ça. Quand tu dis on n'a pas toutes les réponses sur les mécanismes, c'est-à-dire la cause de pourquoi il y a des fuites urinaires, il reste des trous à comprendre en termes de pourquoi ça arrive. Exactement. Il y a des théories, sont pas toutes solides, sont pas toutes validées, en fait. Ouais. Fait que tu me dis que c'est plus complexe que t'es pas assez fort du plancher pelvien, finalement, évidemment. Absolument. Absolument. Tu peux avoir un plancher pelvien ça va qui au-delà est fort, puis encore avoir des fuites urinaires, puis ça vient à ma réflexion. Ouais. Là, je te partage une réflexion parce que moi, je pense à ça tous les jours, là. Parce que c'est encore, on le compare à une autre partie du corps. Si tu pousses ton corps à son max, là, puis là, on n'est même plus dans, OK, est-ce que ton corps est en santé? On est comme dans la... On est dans la performance ultime. Performance ultime, puis dans une fois dans ta vie ou une fois par année, tu testes ton corps jusqu'à son max parce que c'est ça ton sport, puis tu as une fuite urinaire. Est-ce que ça veut dire que tu as une problématique au niveau du plancher pelvien? Pas nécessairement. Tu as sûrement été au-delà de tes capacités de ton corps à répondre, d'avoir une réponse de continence appropriée pour cette charge-là. C'était une surcharge, en fait, pour ton plancher pelvien. Fait que ça, c'est la réponse plus nuancée. Puis je dis ça parce que moi, je vais toujours demander à mes patientes, c'est quoi votre tolérance aux symptômes? Ah ouais. Parce qu'on voit ça des fois dans des programmes ou des messages de tu devrais jamais avoir de fuite. Si tu as des fuites, là, arrête ton sport. Faut vraiment que tu fasses ta physio périnéale. Ou ça c'est va jamais pas, normal d'avoir une douleur nulle part, jamais. Fait qu'il faut tout le temps consulter. Des messages de peur, des messages alarmants, souvent des messages qui essaient de vendre des programmes. Mais c'est un bon point. C'est quoi la tolérance aux symptômes qu'on vit et le niveau d'impact sur la fonction et le bien-être? Exactement. Puis moi, j'ai cette discussion-là avec mes patientes autant pour la douleur que les fuites urinaires, par exemple. Je te donne un exemple. Une patiente en postpartum, elle, aller courir, ça lui fait beaucoup de bien pour sa santé mentale. Moi, je vais prioriser ça, même si elle a des fuites urinaires. Le ratio coût-bénéfice. Exactement. Oui, vraiment. Exactement. Puis, tu sais, j'ai dit, OK, voici la sévérité de tes fuites, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Tu sais, I lay it all sur la table. Puis, elle prend sa décision et le pouvoir de décision est dans ses mains. Oui, elle est guidée avec moi. Fait que moi, le message de « Hey, c'est pas normal d'avoir des fuites », c'est pas normal d'avoir des fuites, là. Puis ce message-là, en fait, c'est parce qu'on a tellement normalisé le fait d'avoir des fuites que maintenant, on est comme à l'autre bout du pendulum de « C'est pas normal d'avoir des fuites, faut en parler, c'est pas normal ». Mais on peut avoir un peu de nuance dans certaines populations, puis selon le type de... la sévérité des symptômes puis le type de symptômes. Mais ce que je pense qui est important, c'est que quand on dit c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires ou c'est pas normal d'avoir de la douleur, souvent le message que c'est un message qui sert à dire il y a des solutions si tu veux améliorer ta situation. Versus quand on dit c'est normal, c'est un peu le message qu'on entend, c'est arrange-toi avec ça, il y a rien à faire avec ça. Exactement. Fait que je pense que c'est surtout ça la nuance, c'est de dire tu sais, évidemment, une personne qui fait de la course à pied, qui est dans la quarantaine, cinquantaine, qui approche de la ménopause, puis que là, tout d'un coup, a des symptômes de plancher pelvien, des fuites urinaires à l'effort, c'est fréquent. Fait qu'entre guillemets, ça rentre dans la normalité de ce que beaucoup de gens vont vivre, mais il y a des solutions et pour une fonction saine, on pourrait arriver à un retour à la normale qui serait de ne pas avoir de fuite. Exactement. Je pense que c'est ça une des nuances. Exactement. Aussi. Je pense que c'est ça, le status quo, c'est quasiment c'est normal d'avoir des fuites, c'est pas normal. Puis, tu sais,
justement, dans une de nos fiches éducatives, on écrit en all caps, ce n'est pas normal d'avoir des symptômes au niveau du plancher pelvien. Il y a des solutions qui sont efficaces. Puis ça, c'est pour ça que je suis physio-périnéale, puis j'adore ça parce que les traitements sont efficaces. Donc, c'est ça. Puis ça, j'en ai abordé, tu sais, je l'ai abordé en masse dans les autres épisodes que j'ai faits sur la rééducation périnéale. L'intervention en physio-périnéale pour la rééducation du plancher pelvien pour les fuites urinaires, autant, tu sais, il y a plein de types de fuites urinaires, mais dans ce contexte-ci, on parle surtout des fuites urinaires à l'effort. C'est vraiment, vraiment efficace. Fait que les gens pour qui ça cause des problèmes, c'est incommodant. Il y en a que c'est une barrière à leur activité physique, tu sais. Absolument. Il y a des solutions si les gens veulent s'attaquer à cette barrière-là. Absolument, parce qu'on le sait que jusqu'à 50% des femmes vont éviter ou arrêter leur sport à cause de dysfonction pelvienne. D'un autre côté, on le sait que les traitements sont tellement efficaces, fait qu'on veut essayer de combler cet écart-là. Donc, et de réduire, encore une fois, les barrières à la pratique de façon avec une longévité dans le sport. T'sais. Que ce soit pour la performance ou la santé, le bien-être, là, dans le sens que c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs en lien avec l'activité physique, mais cette problématique-là peut être autant un facteur limitant la performance que le bien-être ou la santé. T'sais. Exactement. Je vais ajouter une petite parenthèse. Quand on parle de, justement, fuite urinaire ou d'activité physique durant la grossesse et le postpartum, je vais juste lancer, on n'est vraiment pas dans un épisode de grossesse postpartum, mais c'est très, très bien de continuer à faire son sport durant la grossesse. On ne veut pas arrêter de courir durant la grossesse. Mais je pense que je l'ai abordé dans un des épisodes. Honnêtement, je le plug partout parce que c'est tellement important. C'est tellement important, mais il y a encore beaucoup de messages propagés de, tu sais, fais attention durant la grossesse, surtout pour des exercices d'abdos. C'est super important et encouragé de continuer à stimuler ses abdos durant la grossesse. Alors que souvent, les gens n'osent pas par peur de nuire à la grossesse. Ou parce qu'ils ont entendu qu'il fallait pas qu'ils en fassent. Puis c'est pas de leur faute là, de savoir que de penser qu'il faut pas en faire parce qu'ils l'ont vu. Fait que je voulais juste plugger ce mot-là. Ben, tu vois, tu m'ouvres une parenthèse parce que là, j'ai décidé... Double parenthèse. Évidemment, j'ai en tête de faire un épisode sur toute l'activité physique autour de la grossesse. Fait que parce que ça mérite vraiment un épisode entier. Mais mettons là, en 1 ou 2 minutes, tes top 2 à 3 points clés à savoir pour l'activité physique pendant qu'on est enceinte et l'activité physique quand on veut reprendre après l'accouchement. Vraiment, là, comme le plus épuré, là, les points clés que tu dis, si les gens pouvaient juste avoir ça, c'est comme 80% de la job de transmettre la bonne information. OK. Grossesse. De continuer à faire le sport que tu fais si tu n'as pas de contre-indication médicale, puis tu vas le savoir si tu as une contre-indication médicale. Le best durant la grossesse, c'est de continuer à faire ce que tu faisais. Deuxième chose, fais des abdos. Fait que si tu as modifié ou tu as arrêté de faire des abdos, reprends-les. Troisième, va voir une physio pour qu'elle puisse te guider dans 100%. Comment faire les abdos. Mais je te dis tout de suite, il y a beaucoup moins de modifications qu'on pense. Moi, la plupart du temps que les patientes viennent me voir en clinique, je leur dis « Ah, ben non, tu peux en faire plus, tu peux en faire comme... Pas besoin de autant modifier. » Là, j'ai triché là, parce que j'ai comme un sous-point dans le troisième point. C'est va voir ta physio pour qu'elle puisse te guider dans les exercices d'abdos à faire, puis comme le sport et tout ça, pour faire tes exercices de plancher pelvien aussi. Ouais, c'est ça, c'est bon. Les exercices de plancher pelvien durant la grossesse, là, que ça soit pour résorber des symptômes ou la prévention de symptômes au niveau du plancher pelvien durant la grossesse en postpartum, c'est super bien soutenu là, scientifiquement. Postpartum, commence à bouger le plus tôt possible. Ça, je sais que c'est contre un peu, ben pas contre, mais controversé un peu comme sujet. Il y a le premier consensus, je pense le premier consensus par rapport aux recommandations de l'activité physique en postpartum qui est sorti en 2025, puis on a d'ailleurs des chercheuses canadiennes là-dessus, québécoises, démontrait que celles qui commençaient à faire de l'activité physique dans les 12 premières semaines postpartum avaient quand même une diminution de risque importante dans la dépression postpartum. Moi, je dirais de commencer à bouger le plus vite possible, le plus tôt possible en fait,
de façon modifiée et selon les symptômes, c'est sûr. Puis évidemment, tu sais, des fois, dépendamment de comment l'accouchement a été, au niveau médical, il va y avoir des contraintes au début. Donc évidemment, tu sais, il faut suivre les contraintes médicales qui sont recommandées en fonction de l'accouchement. Tout à fait. Tout à fait. Puis d'ailleurs, dans les recommandations de retour à l'activité physique en postpartum, il y a un questionnaire d'auto-évaluation sur OK, est-ce que moi j'ai les contre-indications à l'activité physique? Parce qu'encore une fois, la plupart des personnes en postpartum peuvent commencer à bouger. Puis là, je parle pas de faire du corset ou de courir. Là. Je parle c'est ça. Tu sors dehors, tu vas marcher. Ouais. Le plus tôt possible, ça va faire du bien. Fait que j'ai dit ça. Encore une fois, de faire une bonne rééducation périnéale, abdominaux-pelvienne pour te soutenir dans la reprise d'activité physique. Puis ça l'inclut si tu as eu une césarienne aussi, parce que césarienne, c'est une chirurgie majeure abdominale. Mm-hmm. Et ce que je dirais, troisièmement, c'est, tu sais, les recommandations d'activité physique en postpartum, ça serait d'accumuler un 120 minutes d'activité physique par semaine. Tu sais, c'est un 6 fois 20 minutes. Puis moi, j'encourage, puis j'essaie de trouver des solutions avec toutes mes patients pour essayer d'atteindre ces recommandations-là parce qu'on connaît tous les bénéfices sur la santé physique, la récupération, mais aussi sur la qualité du sommeil. Fait que de faire de l'activité physique en postpartum, ça va pas t'aider à plus dormir parce que t'as pas le contrôle sur ça, mais ce qu'on le sait, puis qu'est-ce qui est prouvé, c'est que ça va améliorer ta qualité de sommeil et donc améliorer ton niveau de fatigue. Puis ça, c'est énorme, là. Ouais. Je pourrais en donner tellement d'autres, mais je vais arrêter là. Je pense qu'on a fait un bon survol. Puis tu sais, je pense qu'un des messages clés aussi, c'est que autant pour le pendant la grossesse que le après, si tu as de la difficulté à maintenir le niveau d'activité physique que tu souhaites ou à reprendre et à revenir à ton niveau de fonctionnement habituel, il y a des expertes principalement qui sont là pour encadrer ça et trouver des solutions. Oui, donc, les physios en rééducation périnéale et pelvienne. Puis ce qu'on dit par rapport au retour à l'activité physique en postpartum, c'est ce qui va le plus t'aider, c'est ce que tu fais enceinte. Fait que si enceinte, tu as commencé à t'entraîner, de retourner en postpartum va être beaucoup plus facile. Puis aussi, quelque chose à nommer, c'est ça n'a pas besoin d'être long, puis ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Mm-hmm. Ça peut être d'aller dehors pour une marche. Si tu fais une marche rapide, là, ça peut être une activité physique à intensité modérée. Fait que je pense des fois, on se met des montagnes à surmonter en termes d'activité physique. Mais si on enlève certaines de ces barrières-là, puis de bouger, puis de faire quelque chose qu'on aime. Tu sais, on parle de barrières. Tout l'épisode, on parle de barrières, de rigidité et tout. Mm-hmm. Enlevons tout ça, là, puis faisons ce qu'on a le goût de faire, ce qu'on peut faire. Puis je vais aussi rajouter qu'en postpartum, le soutien que tu as autour de toi va avoir un impact majeur sur ta capacité à atteindre ces recommandations-là d'activité physique. Fait que je veux le nommer parce que c'est pas tout le monde qui a le même contexte. Il y a des gens qui ont beaucoup d'aide. Très bon point. Il y a des gens qui ont aucune aide. Et ça, c'est un problème, un enjeu qu'on doit étudier, qu'on doit trouver des solutions en tant que société pour aider celles qui n'ont pas le soutien à la maison. La société a un impact at large sur ça. C'est pas juste sur la femme qui a un enfant à gérer tout le soutien qu'elle a autour d'elle. 100% d'accord. Je pense que c'est une excellente façon de conclure notre épisode. Avant que je te laisse partir, tu es la fondatrice de Femmes dans le sport. Femmes dans le sport, c'est quoi Femmes dans le sport en 1 minute et où les gens peuvent te retrouver, en fait, retrouver Femmes dans le sport pour avoir accès à des sources d'informations fiables, potentiellement des outils, formations, etc. Hey, j'en viens pas que j'ai même pas plugué ça dans mon intro. On en a parlé assez rapidement. OK. Fondatrice de Femmes dans le sport, on est une initiative qui mobilise l'écosystème du sport pour placer la santé des filles et des femmes au cœur de la culture sportive. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de santé puis de santé de la femme et du sport, comme aujourd'hui. Ouais. Puis ce qu'on fait, c'est notre valeur principale, c'est la rigueur scientifique. Puis ce qu'on fait, c'est la vulgarisation scientifique via différents canaux. Fait qu'on réunit les gens. On aime ça faire des événements, des panels, de rassembler les gens de l'écosystème, pas juste les athlètes, mais tout le monde qui fait partie de cet écosystème-là pour parler de santé de la femme. On fait des ateliers dans des organisations sportives, des ateliers avec les filles et les femmes qui font du sport, avec ceux qui les entourent aussi, fait que les professionnels. On fait aussi de la démocratisation de la science via différentes façons. On soutient aussi les organisations sportives
à intégrer des pratiques qui sont adaptées à la réalité des filles. Puis ce qui s'en vient, ou peut-être qu'on est déjà dedans en ce moment, au moment que tu sors l'épisode, c'est on a lancé une campagne nationale de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation sur la santé menstruelle et pelvienne dans le sport. Le slogan de la campagne, c'est « Parlons sans ». Parlons sans tabou, sans gêne, sans complexe, pour faire en sorte que les menstruations puis le plancher pelvien, ça devient aussi normal que de parler d'entraînement. Mm-hmm. Puis notre mission, c'est de mobiliser. Fait que pour nous, on voulait cibler tout l'écosystème. Fait qu'il y a des activations, des activités vraiment pour les filles et les femmes qui font du sport, donc des outils éducatifs. On va faire du storytelling sur les réseaux sociaux avec 20 athlètes ambassadrices pour porter les messages. Il y a plusieurs affaires aussi pour les professionnels de la santé et du sport. Un webinaire sur les bases de la santé menstruelle et pelvienne avec notre comité scientifique chez Femmes en Sport. On fait 3 clubs de lecture où est-ce qu'on décortique un article scientifique puis on invite l'auteur de l'étude pour échanger. Parce que c'est rare qu'on échange en cliniciens et chercheurs. Ouais. On a un article justement sur le cycle menstruel et l'entraînement, un article sur le cycle menstruel et la performance et un article sur le plancher pelvien, le lien avec le complexe de la hanche. Très cool. Puis finalement, on a lancé un défi d'équité menstruelle. Fait que, au début, on parlait d'équité menstruelle. Le défi d'équité menstruelle, c'est une invitation à tout milieu qui accueille des femmes sportives d'offrir des produits menstruels gratuits, d'intégrer de l'éducation et de la déstigmatisation autour des menstruations. Fait que, toutes nos affiches là, qu'on a faites éducatives font partie du défi. Tu relèves le défi en tant qu'endroit où est-ce que les femmes font du sport. Ça peut être un centre sportif, un club de sport, un aréna, un événement sportif, une clinique où est-ce qu'il y a des sportives qui y vont. Mm-hmm. On a collaboré avec une compagnie qui est woman-owned, eco-friendly, Iris & Harlow, qui est une compagnie de produits menstruels pour aider avec l'implantation des distributeurs, avec les tampons et tout. Puis, on est vraiment fiers d'avoir lancé ce défi-là avec des têtes d'affiche, avec des organisations qui sont ancrées dans le monde du sport au Québec et au Canada, qui se sont déjà engagés. En fait, eux, ils relèvent le défi, dont l'Institut national du sport du Québec, Tennis Canada. Et ça, c'est vraiment notre but de mobiliser l'écosystème parce que la mobilisation se fait pas juste au niveau des athlètes. On peut pas mettre ça sur leurs épaules. Mm-hmm. Elle se fait pas uniquement au niveau des institutions. Fait qu'il faut que tout le monde fasse partie. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Fait que c'est pour ça que la campagne a quelque chose pour tout le monde. Puis... Où les gens peuvent retrouver toutes ces infos-là? Le site web de Femmes dans le sport / Parlons sans. Ou juste, puis le site web de façon générale, Femmes dans le sport. Femmesdansleport.com. Puis médias sociaux. Femmes dans le sport. Instagram. Femmes dans le sport. Mais mettons, vous êtes où à part Instagram? Ah, OK, excuse. On est Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Parfait. J'aime ça. Ouais, Femmes dans le sport. Femmes dans le sport. Ouais, pour vrai, parlons-en ensemble. OK, super. Tout le monde fait partie de la discussion. Fait qu'allez les suivre, allez voir ça. Puis Bianca, merci beaucoup de ta générosité pour aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses, comme je m'attendais. Yeah. Merci à Au toi. plaisir de se parler. Ciao.